Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler de la célébration du Jour international de l'entrepreneuriat féminin avec l'ambassadeur Daniel Saint-Lô. Et tout de suite, après ou encore à la deuxième partie de l'émission, on parlera de ce challenge culinaire franco-haïtien où l'on s'apprête donc à recevoir des jeunes talents en 2016 en Haïti. Le concours devra débuter en mars prochain. Des chefs français vont participer à l'émission dans un instant, disons mieux, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Merci de votre intérêt. Madame, monsieur, sans tarder, nous accueillons Madame Daniel Saint-Lô. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à toute l'équipe de Radio Télémétropole, aux téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. C'est toujours un privilège d'être avec toi ici. Et c'est le plaisir à partager. Dites-nous, Daniel Saint-Lô, Jour international de l'entrepreneuriat, célébré dans quelques 140 pays, si je ne m'abuse. C'est ça, depuis l'année dernière, il y a toute une équipe privée qui s'est mise avec les Nations Unies pour célébrer ce qu'ils appellent le Women Entrepreneurship Day, le jour de l'entrepreneuriat féminin. Et ça s'étend à 144 pays, à travers les réseaux sociaux, à travers les forums technologiques. Et cette année encore, aujourd'hui, ce matin, il y a cette grande célébration à New York et aux Nations Unies. Donc pour moi, c'est un plaisir de venir ici parler d'entrepreneuriat féminin. Et quelle est la situation en Haïti aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs? Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, mais formelles, elles se retrouvent surtout plus particulièrement dans le secteur informel. Et c'est ce qui fait aussi qu'on n'arrive pas à avoir un entrepreneuriat féminin solide parce que les femmes sont assez marginalisées. Parce que quand on se retrouve dans l'informel, on a des difficultés d'accès à des crédits intéressants, des difficultés d'accès à la terre, des difficultés à l'accès aux moyens de production et aux moyens permettant vraiment d'entreprendre de manière dynamique et intéressante. Donc la situation, est-ce qu'elle est aujourd'hui en Haïti, les femmes qui hésitent par exemple à faire des prêts, à formaliser leur entreprise. En 2015, quelle est l'alternative? Ou encore, qu'est-ce qui est proposé aux femmes? Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de données spécifiques, il n'y a pas d'études, disons, approfondies sur l'entrepreneuriat féminin. Mais c'est clair, c'est reconnu que 80% de notre économie est informelle et que les femmes jouent un grand rôle, plus particulièrement au niveau du commerce et de l'agriculture, au niveau de la vie économique. Les femmes se retrouvent surtout dans le commerce, que ce soit en milieu urbain ou rural, mais aussi au niveau urbain, surtout dans des petites entreprises, micro-entreprises qui sont parfois formelles, veut dire ont leur patente et en pignon sur rue, paient leurs taxes et tout. Mais ce sont des petites entreprises qui n'arrivent pas à grandir et qui n'arrivent pas aussi à augmenter le nombre d'emplois. Donc elles se retrouvent quelque part coincées. Pourquoi, à votre avis? Comment expliquer tout ça? D'abord, je pense que aussi c'est socio-culturel. Je veux dire que les femmes aussi ont peur d'entreprendre, elles ont peur de s'engager dans des crédits, dans des recherches de financement sérieux, sans compter qu'il n'y a pas d'opportunité aussi d'accéder à ces crédits. On se retrouve en Haïti avec de grosses entreprises, de grosses sociétés, un petit nombre de grosses entreprises et des milliers de petites entreprises informelles. Donc, on n'a pas ce milieu. Il y a un milieu qui manque, ce que les Américains appellent le missing middle, les petites et moyennes entreprises. Et en réalité, les petites et moyennes entreprises, c'est ce qui fait vraiment fonctionner l'économie. Si on prend l'économie américaine et on prend le secteur privé américain, ce sont les PME vraiment qui sont la base de cette économie qui est extrêmement dynamique. Donc, les femmes ne se retrouvent pas dans les petites et moyennes entreprises et encore plus, elles n'ont aucun leadership, je dirais, au niveau des grandes entreprises familiales, parce que là, maintenant, on se retrouve avec de grandes sociétés, de grandes entreprises qui sont surtout dans les services et le commerce. Vous pensez que la situation est beaucoup plus critique pour les femmes, d'autant qu'on entend souvent des hommes se plaindre du fait que, qu'ils se plaignent du fait qu'ils n'aient pas accès au crédit.
Vous pensez que c'est encore beaucoup plus difficile pour les femmes en Haïti? Je pense que c'est encore plus difficile. Les hommes, les entrepreneurs haïtiens, d'une manière générale, hommes ou femmes, ont des difficultés d'accès au crédit. Les femmes ont de plus en plus accès au microcrédit. Je connais des hommes les femmes empruntent de l'argent de l'institution microcrédit pour financer les affaires de leur mari ou de leur conjoint. Parce que les institutions de microcrédit font plus confiance aux femmes parce que c'est reconnu que c'est environ 98% de taux de remboursement. Mais tout ça, c'est quelque part romantisé, je dirais. Les femmes entrepreneurs haïtiennes, disons que c'est un succès, qu'elles remboursent à 98%. Mais à quel prix? À quel prix? Elles sont dans 3-4 institutions de microcrédit. Elles empruntent de l'argent de telle institution et empruntent d'une autre institution pour rembourser. Donc, elles passent tout leur temps à rembourser leur crédit au lieu de réinvestir et de faire grandir leur entreprise. Donc, maintenant, c'est capital, c'est impératif. Mais si la situation est ce qu'elle est, si elle est si difficile, pourquoi... Elle n'est pas brillante. Pourquoi célébrer cette journée? Alors, cette célébration, en réalité, c'est une occasion pour des femmes entrepreneurs, pour des femmes qui réfléchissent sur l'entrepreneuriat féminin, de se mettre ensemble. Premièrement, c'est extrêmement important de se mettre en réseau. Ensuite, maintenant, de discuter des problèmes. Parce qu'en général, quand nous avons ces dates, disons, pour célébrer, c'est surtout des dates qui permettent de réfléchir sur les problèmes, de voir c'est quoi les acquis, c'est quoi les faiblesses et comment avancer. Donc, en Haïti, il faut qu'on fasse de cette question une priorité. Que les femmes puissent se réunir. D'abord, il y a une grande faiblesse, il y a très peu d'associations de femmes professionnelles. Ensuite, quand on prend les associations du secteur privé, surtout les chambres de commerce, il n'y a pas beaucoup de femmes. Maintenant, il y a des femmes qui arrivent à les diriger. Quand je prends la chambre de commerce d'Haïti, que je connais très bien, puisque j'ai été directeur exécutif de cette chambre pendant deux ans, c'est la première fois, après 120 ans d'existence, qu'on a une femme présidente de cette chambre. Après 120 ans d'existence. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc, premièrement, comme je disais, il y a des problèmes socioculturels. Les femmes ne s'engagent pas, elles sont réticentes. Qu'elles ne sont pas nombreuses aussi? Et elles sont nombreuses. Et même quand elles dans les secteurs organisés, je veux dire. Elles ne sont pas nombreuses parce que les entreprises, on a tendance à avoir des entreprises familiales en Haïti et elles n'arrivent pas à percer, elles n'arrivent pas à assurer un leadership au sein de ces entreprises. Je pense que c'est une question d'éducation aussi. Des fois, elles ont moins d'accès à un niveau d'éducation que les hommes dans l'entreprise. On a très peu de femmes ingénieurs industriels, par exemple, en Haïti. On a très peu de femmes à avoir un MBA en Haïti, alors qu'il y a quelques hommes qui ont ce type de formation. Mais n'empêche qu'il y a des femmes dans le formel et dans l'informel. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Maintenant, il faut qu'elles arrivent à faire grandir leur entreprise, qu'elles passent de micro-entreprises à des petites et moyennes entreprises. Et pour ça, ça demande le renforcement des capacités managériales, ça demande le renforcement des capacités techniques, et ça demande aussi beaucoup d'informations, comprendre la nouvelle économie, comprendre ce monde global des affaires. Est-ce qu'il y a des initiatives en ce sens? Il y a des initiatives timides qui se font, et c'est pour ça qu'avec d'autres femmes, haïtiennes et étrangères, j'ai monté une fondation qui est basée à Washington. On est en train de travailler sur la reconnaissance légale en Haïti, et nous avons monté ce que nous appelons l'Académie des femmes entrepreneurs haïtiennes. C'est un programme d'1 an, qui s'adresse à 10 ou 12 femmes entrepreneurs par an. On espère, après 3 ans, arriver à des cohortes de 25 à 30 femmes entrepreneurs. Mais là, on commence avec des entreprises qui existent déjà. Et dans des filières porteuses, toutes les études ont démontré que l'agriculture, l'agribusiness, l'agro-industrie, c'est la filière la plus porteuse pour Haïti, capable de rapporter le plus d'argent et également de créer le plus d'emplois. Nous commençons par ces filières-là, filières agricoles, à l'export et pour le marché local. Et c'est tout un programme. Vous venez de la mettre sur pied? C'est ça, l'académie est lancée, les 10 entreprises sont déjà sélectionnées, on en aura peut-être 2 autres. Il y a 4 entreprises qui sont des entreprises de la diaspora, parce qu'on réalise aussi que c'est extrêmement important d'avoir les entrepreneurs de la diaspora à s'associer à des entreprises locales pour qu'on arrive à vraiment développer ce secteur privé, cet entrepreneuriat féminin. Comment y accéder? Comme je vous dis, la sélection est déjà faite. Donc, mais chaque année, vous entendez quand même... Non, chaque année, on aura 10 entreprises. Oh, okay. Et l'année prochaine, ça sera fait sur forme de concours, de présent d'appel à proposition. Parce qu'on aura déjà une cohorte, une classe, la classe 2015-2016, qui sert de modèle. Et la première classe a été choisie par rapport à toute une dynamique. Toute une dynamique, parce que je travaille avec des femmes entrepreneurs depuis bientôt 15 ans.
Donc, parmi les femmes du réseau de femmes en démocratie et d'autres femmes de la diaspora, on a pu sélectionner celles qui répondent à des critères. Et nos critères sont très clairs. D'abord, être une entreprise dirigée par des femmes, qu'elle soit enregistrée aux États-Unis par une haïtiano-américaine ou bien une haïtienne vivant aux États-Unis ou en Haïti, avoir sa patente, tout ça, avoir un minimum de 50 000 $ américains de revenus, être dans un secteur agricole ou bien l'artisanat utilisant une matière première agricole et aussi s'engager à grandir, avoir une ambition de croissance. Ça veut dire que des femmes audacieuses, des femmes dynamiques qui veulent faire de l'argent, qui veulent faire grandir leur entreprise et qui veulent aussi créer des emplois, augmenter l'effort effectif. Donc on a des critères très spécifiques et après 2 mois de travail, on a pu identifier une dizaine de femmes entrepreneurs et on a également organisé des sessions, des rencontres d'évaluation de leurs besoins pour définir les modalités du programme. Et pour terminer, Daniel Saint-Lô, vous nous direz qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour marquer... Donc en Haïti, il n'y a pas grand-chose qui est prévu. Donc Haïti devra intégrer ce réseau mondial. Mais moi aussi, là maintenant, je veux vraiment me faire l'avocate de l'entrepreneuriat féminin pour que les secteurs publics, privés, y compris le nouveau Parlement qui sera mis en place, travaillent sur des législations, travaillent sur des politiques publiques bien spécifiques pour l'avancement de l'entrepreneuriat féminin. Au niveau de la politique et l'égalité homme-femme qui a été lancée par le gouvernement haïtien, adoptée par le gouvernement haïtien sous le leadership du ministère à la condition féminine, il y a tout un volet qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Maintenant, il faut des actions très concrètes pour traduire ces politiques en résultats, et les résultats se traduisent en argent. Et les résultats se traduisent en chiffre d'affaires et en nombre d'employés des entreprises. Merci, et nous visons 30% d'augmentation des revenus de ces entreprises chaque année en fin de programme. Merci Daniel Saint-Lô, ambassadeur Saint-Lô. Merci d'accepter d'être avec nous. Merci, ça a été un plaisir et je salue encore les auditeurs, les auditrices, les spectateurs, téléspectatrices. Je vous dis bonne fête. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Daniel Saint-Lô, à l'occasion du Jour international de l'entrepreneuriat féminin. Ne quittez pas, on va observer la pause. Au retour, on parlera de ce challenge culinaire franco-haïtien, mais ce sera tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est le moment d'accueillir le deuxième groupe d'invités. Chef Jean-Luc Grabowski, Mélissa Etienne, chef Olivier Périgaud sont avec nous dans le cadre de cette importante compétition qui permettra notamment de découvrir les jeunes talents de la gastronomie haïtienne. Chef Jean-Luc Grabowski, bonjour. Bonjour. Mélissa, bonjour. Bonjour Wendell. Olivier, bonjour. Enchanté. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Alors, qui va nous parler de cette compétition? Jean-Luc? Je vais commencer. Alors, c'est une compétition culinaire qui est ouverte à tous les Haïtiens, Haïtiennes, âgés de plus de 22 ans. Qui sont dans les métiers de la bouche, c'est-à-dire soit les cuisiniers, les pâtissiers ou les boulangers. C'est une compétition qui va être au mois de mars 2016. Mais avant d'arriver à mars 2016, il faut monter un dossier sur un thème, le thème cette année est la pintade, avec le riz, le pois France et une garniture qui est libre. Voilà. Pourquoi l'initiative, Olivier? Justement pour révéler des jeunes talents en Haïti, parce qu'il y a une demande aussi au niveau de la main-d'œuvre pour différents hôtels, pour arriver avec un trophée supplémentaire, avec un gage de qualité, de prestations en fait. On a des statistiques, on sait de combien de chefs on dispose en Haïti déjà? Il y a beaucoup de chefs, justement, il faut arriver à se démarquer un petit peu de ceux qu'il y a au jour d'aujourd'hui, pour mettre vraiment en avant tous ces jeunes, ces futurs chefs. On est tous des cuisiniers, mais toutes les entreprises demandent maintenant des vrais chefs au fourneau, mais des vrais chefs aussi au niveau de la gestion et aussi donc de créer des nouveaux plats pour cette clientèle qui va venir dans le futur. Il y a un marché vraiment, Mélissa? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs, il y a beaucoup d'étudiants et des jeunes professionnels qui aimeraient faire partie
de ces jeunes futurs talents qui deviendront bien sûr des chefs professionnels, que les restaurants, les hôtels demandent beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de services. Donc nous, on est là pour les encadrer, les coacher dans le milieu. Pourquoi vous avez pris l'initiative? Cette initiative date depuis déjà un bon petit moment, parce que depuis 2009, parce que je suis le président donc, de Saint-Barth et Saint-Martin Goût et Saveur. Donc on a créé l'association Goût et Saveur, la CAI. C'est un petit peu le suivi. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est intéressé par des chefs, des vrais chefs, donc haïtiens et aussi européens et américains. Et au jour d'aujourd'hui, les jeunes ils disent, mais chef, nous aussi, on est des futurs chefs. Donc on a besoin de professionnels, on a besoin donc de parrains pour pouvoir avancer un petit peu dans le futur. Quel est le niveau d'implication de l'ambassade de France dans cette activité? Du conseil, du parrainage, des approches aussi, parce que c'est vraiment, c'est d'abord un challenge, hein, c'est-à-dire que c'est un investissement personnel, donc c'est une démarche personnelle, et de là, nous, on accompagne à travers ça, en fait. Alors, on parle ici de challenge culinaire franco-haïtien, comment ça va se passer? Alors, ce sont d'abord les produits haïtiens qu'on va un petit peu revisiter. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les chefs me disent on a beaucoup de retard sur la cuisine, aussi bien américaine qu'européenne, et on a besoin un petit peu de sang neuf, c'est-à-dire des nouvelles présentations, d'essayer d'équilibrer un petit peu les plats, les menus. Ça, c'est important et très important. On sait très bien qu'il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour, et au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'équilibre des menus ne sont pas ça. Donc, simplement, on est là pour les aider, les accompagner, pour la construction de vrais plats. Avec le savoir-faire franco-haïtien, c'est-à-dire que la cuisine haïtienne et le savoir-faire de la cuisine française aussi. Un mix des deux, c'est le meilleur mariage qu'il peut y avoir en fait. Alors comment mettre en valeur ou encore revaloriser ce secteur? Alors l'échange un petit peu, c'est vrai que la cuisine c'est un métier de métissage. C'est un métier de métissage. D'entre nos savoirs un petit peu européens et votre savoir haïtien va faire qu'on va fusionner un petit peu ensemble, on va apporter nous des idées. Les Haïtiens et Haïtiennes vont apporter aussi leurs idées. Cet échange, on va faire beaucoup d'essais, parce que je vois un petit peu dans l'équipe du Royal Oasis, au fur et à mesure, là, depuis pratiquement 3 semaines, tout le monde en parle, tout le monde apporte des idées, mais ce sont des idées extraordinaires. Je vois là, il y a quelques jours, j'ai un petit jeune qui dit, mais chef, j'ai envie de faire, pour vous donner un exemple, en France, on a une friandise qui s'appelle le bounty, qui est à base donc, de chocolat et de coco. Il dit, mais moi j'ai une idée, c'est-à-dire, je vous la soumets, mais il ne faut pas en parler, bien sûr, vous savez comment c'est les chefs, on donne des secrets, mais il ne faut pas que ça soit diffusé. Et le gamin, il me dit, mais chef, moi j'ai déjà mon idée, on a le djonjon. On va cuire le riz dans le djonjon, donc on va avoir cette couleur noire qu'on trouve dans le bounty, et à l'intérieur, je vais mettre donc du coco. C'est une très bonne idée, donc on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, les nouveaux cuisiniers maintenant, regardent un petit peu ce qui se passe sur l'Europe et sur les États-Unis, et ils veulent le transformer. C'est un petit peu comme en France dans les années 70, où les chefs français ont quitté donc la France pour aller en Asie en Asie et ailleurs, et lorsqu'ils ont ramené une nouvelle cuisine. Des saveurs, des parfums. Voilà, exactement. Et c'est un petit peu ce que je souhaiterais faire ici avec donc les cuisiniers haïtiens. En fin de compte, remettre un petit peu en avant, parce que en Haïti, on a une cuisine bourgeoise. Comme en France, on avait dans les années 50-60 la cuisine bourgeoise. C'est-à-dire qu'on emmenait les plats sur la table et on se servait. C'est vrai, c'est familial, c'est extraordinaire, c'est bon, c'est goûteux. Au jour d'aujourd'hui, on est tous pressés parce qu'on a le travail et ainsi de suite. Donc maintenant, il faut s'adapter un petit peu à ces gens qui vont à 300 à l'heure. Et comment on procède? Simplement, par exemple, un poisson, on le décortique, par exemple. On va faire des pavés, des beaux pavés, en gardant un petit peu... Donc il n'est plus question d'attendre qu'on vous apporte à manger. Donc vous déplacez pour aller vers la nourriture. Voilà, on va vers la nourriture, on va déjà préparer pour le client pour qu'en un minimum de temps puisse déguster ces plats. On fait appel non, pas buffet, sur assiette, beaucoup sur assiette. On fait appel à la technique, à la création, au visuel, aux odeurs, aux parfums, et il y a toute cette technique qui doit être mise en avant avec vraiment des talents de la création, et tout ça, on n'en est pas très loin. Et c'est juste maintenant à révéler à travers ce concours, ce trophée qu'il va y avoir, dire voilà, maintenant exprimez-vous à travers un plat, à travers des couleurs, des odeurs, des parfums, des goûts, et toutes les saveurs mélangées, aussi bien haïtiens que français, travailler toutes ces gammes-là, quoi. Mais la cuisine haïtienne, à proprement parler, vous inspire quoi? Beaucoup de choses, des produits de qualité déjà d'une part, un respect des saisons, il y a tout, justement nous on redécouvre un petit peu à travers ça par rapport à la France, c'est qu'il y a une bonne cuisson, il y a une bonne façon de mettre en avant, maintenant il y a juste à composer, créer, justement conditionner, des nouveaux plats. Des nouveaux plats, vraiment des nouveaux plats. Des mariages en fait, du côté sucré-salé, épicé.
On dirait que tu as envie de manger, Wendell. Oui, je vois ça, il a déjà les yeux qui pétillent là. Oui, mais malheureusement, les produits locaux sont vraiment... Je suis au régime. Je peux regarder, mais bon... Les produits locaux sont vraiment à mettre en avant, justement, et c'est... en France, on a cette capacité justement de composer, de créer, faire des mariages. Et avec la cuisine haïtienne, je pense qu'on n'en est vraiment pas très loin. Et justement, on peut révéler vraiment des talents haïtiens à travers ce concours qui peuvent se démarquer avec cette imagination-là, en fait. Vous avez la terre qui est riche. C'est vrai que lorsqu'on mange une tomate, une carotte, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'elle est un petit peu difforme, on ne rentre pas dans les standards. Mais au jour d'aujourd'hui, même en France, on est en train de changer. Tout ce qui n'est pas beau est bon, mais pas beau à l'œil. Mais c'est après nous, professionnels, de pouvoir... C'est les meilleurs avocats que j'ai mangés de ma vie. Hein. C'est juste sel, poivre, citron vert avec un filet d'huile d'olive, c'est juste magique. Hein. Voilà. Et vous avez, donc c'est ça. Et c'est vrai que les chefs français, on est toujours à l'affût de ce qui est le bon. Alors, c'est vrai qu'on voyage. Moi, je vais très souvent sur Kieskov et sur l'ARPI donc de Jacmel, monter sur les hauteurs. Et lorsqu'on trouve ces champs de tomates, de carottes, et que vous avez des gens qui vous arrêtent sur le bas de la route en vous posant des questions, en disant « Mais pourquoi tu viens nous voir ?»« Ben, je suis chef. »« Oh, tu es chef, ben, viens, j'ai des choses à te faire voir. » Et on sent qu'il y a cette passion qui... C'est vrai qu'ici, on a réappris à faire notre marché. Nous, voilà. C'est d'abord un plaisir d'aller faire le marché avant de composer les menus. Hein. Okay. Il y a une différence entre traiteur et chef? Oui, c'est-à-dire les traiteurs, on va chez les clients, du moins on va dans les maisons, dans les villas, à domicile. Bon, le chef, il a son restaurant ou son hôtel et donc il reste à l'intérieur. Et je pense que ce qui est important, c'est vrai que, et notamment pour les jeunes, pour revenir un petit peu sur ce concours, c'est que maintenant, on va chez un tel, on va chez chef Olivier, chef Jean-Luc, chef Stéphane, et ainsi de suite, on va. C'est un petit peu ce que je voudrais créer un petit peu. On ne va pas forcément dans un hôtel ou dans un restaurant, on va spécialement chez le chef, parce que le chef, c'est un créateur, c'est un artiste. Et on va découvrir chez lui ce qu'on ne peut pas trouver chez les autres. Mais il n'est pas obligé d'être diététicien, non? Non, pas un petit peu quand même. Mais le chef s'adapte. Vous savez, on peut le faire toujours après le repas. Les chefs de cuisine s'adaptent en fait par rapport à plein de choses en fait. Hein, mais on peut faire des repas hyper équilibrés avec des super bons produits. Hein. Mais Mélissa, dites-nous, il y en a combien en Haïti aujourd'hui? Des chefs? Professionnels. Une dizaine, une vingtaine? Une vingtaine, mais ils sont tous haïtiens, mais ils ont vécu à l'étranger. Et ils sont de retour pour venir donner de la... Alors, ce que je veux savoir, supposer que des particuliers souhaitent utiliser le service d'un chef. D'un chef. Ou d'une chef. Oui. Chez lui. Oui, c'est possible maintenant. C'est possible. Il y a des chefs privés. Donc, par exemple, il y a chef Davidson Desinob, il y a chef Alain Lemaire, il y a chef Stayel, il y a chef... Non, pas pour c'est pas pour des circonstances. Par exemple, toi, tu fais une fête familiale chez toi. Non. Par exemple, employer un chef. Oui, c'est possible. Tu dis, bon, moi, je suis Wendell et j'aimerais avoir un chef chez moi, à ma disposition, du matin au soir. C'est possible. On appelle les chefs privés. Les chefs privés. Okay. Donc, à votre disposition, ils viennent chaque matin juste préparer à manger pour les invités, tout et tout. C'est ça. Merci. Alors maintenant, les modalités de participation au concours, ça c'est très important pour ceux qui sont intéressés. Alors, comment y participer, comment s'inscrire, qu'est-ce qu'on exige, quels sont les critères. Les critères. Okay. Il faut avoir au plus 22 ans, il faut avoir une carte d'identification nationale. De sexe. Hommes et femmes. Là maintenant, il faut demander le dossier de participation par email ou sur notre page Facebook. Là maintenant, le candidat demande le dossier. Il lit, il essaie de comprendre. Maintenant, on a des chefs affiliés. On a chef Davidson Desinob, on a chef Jouvens, on a chef Paul Harry, on a chef Missol Chevalier, chef Olivier et chef Jean-Luc qui sont disponibles pour l'accompagnement de préparer son dossier avant de le déposer. Là maintenant, ils sont disponibles, ils sont ouverts. Vous voulez préparer votre pintade en 4 cuissons, comme vous voulez, ils sont là pour vous accompagner avant de fermer le dossier et nous apporter le dossier. Vous parlez de pintade? Oui, la pintade. On dit là? La pintade. La pintade, c'est petit pois. Petit pois, riz, donc riz national, donc de la façon dont on peut travailler. Ça peut être un riz national, un riz de jonjon ou un riz aux légumes ou autre. C'est là qu'il faut mettre un petit peu la création. Il y a toute une déclinaison qui peut se faire à travers ces produits. En fait, on demande de l'imagination, de la préparation. Mais il faut utiliser ces 3 produits pour créer
n'importe quel plat et nous présenter en photo, en image, le menu, les codomas, combien ça a coûté, déposer à MIPR Communication. Et là, le 15 janvier, on fait le grand dépouillement qui va être les prochains futurs chefs. Et il y aura une demi-finale et la finale bientôt en mars 2016. Et qui sont aussi cochetés, parce que c'est vrai qu'on va déposer le dossier, c'est bien. Mais ensuite, après nous, on va s'investir avec les jeunes qui vont être retenus. Donc il va y avoir 9 jeunes. Il y a de l'accompagnement. Donc chacun va faire son menu par rapport au dossier qu'il a déposé. Et nous, on va apporter un petit peu notre aide sur la rapidité, sur la présentation, sur les goûts, sur les saveurs. Donc ça, c'est important. Tant qu'on ne le fait pas pour le faire, on va continuer. Et après, ces jeunes qui vont aller donc jusqu'à la demi-finale et la finale, ensuite, il y a le après-concours. Et pour le gagnant, on aura 15 jours, il va devoir voyager après avoir fini de participer au concours. Les 3 gagnants, on va dire 3e, 2e et 1er. La 2e et la 3e aura un voyage en stage 3 mois à Saint-Barth et Saint-Martin. Dans l'hôtel Christopher. Il y a l'hôtel Christopher qui ouvre ses portes donc, pour ces jeunes qui vont faire donc de la formation professionnelle pendant 3 mois. Et logé, nourri, blanchi et payé pendant ces 3 mois. Et le gagnant ira à Paris, accompagné du chef Olivier, bien sûr, et faire le tour de voir qu'est-ce que c'est la gastronomie en général. Et il sera coaché par chef Olivier et Guillaume Gomez. C'est le chef cuisinier du Palais de l'Élysée. Donc, c'est 15 jours, tout frais compris, et nous revenir. Une aubaine. Voilà. Une aubaine. Bon, ça, c'est intéressant. Alors, les inscriptions n'ont pas encore débuté. Oui, les inscriptions sont ouvertes. Dès demain, on organise un cocktail de presse. On invite les étudiants, les amateurs, les professionnels, les gens qui s'intéressent au métier. Le lancement, c'est demain. C'est demain, pratiquement, oui. Pratiquement, c'est demain. Officiel. Officiel. Le top départ. Les gens, ils viennent récupérer leur dossier, mais les dossiers doivent retourner vers nous avant le 15 janvier. Donc, on donne plus d'1 mois et demi pour que ces amateurs, ces étudiants, les professionnels puissent préparer leur dossier. Et il y a les frais d'inscription qui sont à 1500 gourdes. Le jour de l'inscription, il faut venir avec les 1500 gourdes et un dossier cacheté. Il n'y a pas de nom sur l'enveloppe. C'est juste un numéro qu'on va vous donner. Et les chefs là, ils ne sauront pas qui est sur le dossier. Donc, il n'y aura pas je connais un tel, donc ce sera neutre. Pas de parrain. Ce sera plutôt après. Ce sera après avoir fini la sélection. Justement. Pas de piston. Non, ça ne marchait pas. Ok, alors, chef Jean-Luc Grabowski et chef Olivier Périgaud, Mélissa Etienne. Vous voulez reprendre pour moi l'endroit où ça va se dérouler, ça va être lancé? Ça va être Royal Oasis. Ok. Le dernier mot? Simplement, venez participer nombreux. Sachez que les chefs, on est ouverts, donc on est prêt à vous aider. On va vous donner des conseils, on va vous coacher, même pendant votre dossier. Et après, on va s'occuper de vous. Donc, il y a ce concours, mais aussi après-concours. Chef Olivier Périgaud. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Mélissa? Et on invite la presse demain matin entre 10h et midi à un cocktail de presse afin qu'on puisse véhiculer le message, faire venir participer. C'est un concours national. Malheureusement, tous les journalistes sont déjà des personnes très âgées. Vous pourriez compter parmi les compétiteurs des journalistes qui souhaitent devenir de chefs et professionnels dans le milieu. Et on invite les jeunes à venir participer. C'est leur chance de participer, d'aller à Paris, de voir chef Guillaume Gomez, qui est un chef exceptionnel. Donc, il sera là lors de... Le petit monde qui est depuis le tout petit, il a un talent pour faire manger, il est la bienvenue. Il va venir? Mais depuis il a 22 ans. Paul a 22 ans. Oui. Olivier, soit penser de ça. Je pense que des bonnes choses. Non, soit penser de ça. Parler créole. Alors, je parle petit crasse créole. Hein. Je comprends en pile, mais c'est petit crasse. Ça c'est beau, je comprends en pile. Merci infiniment. Merci. Et chef Olivier Périgaud, chef Jean-Luc Grabowski et Mélissa Etienne. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous accueillir chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.